Non loin de là, on trouvera le nouveau temple. De l'autre côté de la place, présente le même agencement, la même disposition pour l'entrée, la cour, le portique et la cella. Les différences sont un dallage régulier, un meilleur état de conservation de l'escalier du temple et l'existence de vestiges témoignant de constructions ultérieures qui vinrent encombrer l'ensemble. La destination culturelle est également ignorée. Il est daté de la fin du IIe siècle, début IIIe siècle. Le nouveau temple a vécu plusieurs transformations. Au IVe siècle, début IVe siècle, il a été transformé en église. Donc il y avait 3 nefs plus l'abside qui est à l'est. IVe siècle, c'est la fin de l'Empire romain partout. 5e siècle, c'est l'arrivée des Vandales. Les Vandales, ils ont saccagé la ville de Tipaza comme d'autres villes, ainsi que l'attaque du guerrier berbère Firmus. 6e siècle, c'est le retour des Byzantins. Les Byzantins, c'est des Romains chrétiens qui ont repris le pouvoir. Ils sont revenus sur les lieux, ils ont essayé de restaurer la ville de Tipaza. Ils ont modifié une autre fois ce temple-là en marché. Ils ont rajouté ces chambres de commerce et à la place de l'abside, c'est devenu un grenier qui contenait de grandes dolias pour y mettre les provisions. Les différences sont un dallage régulier, un meilleur état de conservation de l'escalier du temple et l'existence de vestiges témoignant de constructions ultérieures qui vinrent encombrer l'ensemble. La destination culturelle est également ignorée. Il est daté de la fin du IIe siècle, début IIIe siècle. C'est le cas également pour la basilique de Tipaza, datant de la fin du 1er siècle, début 2e siècle. Dégagée en 1914-1917, on y a retrouvé la mosaïque des captifs exposée au musée, ce qui laisse supposer qu'elle avait bien une fonction tribale. L'édifice est d'inspiration helléniste, à 3 nefs séparées par 2 rangées de colonnes encore à demi dressées. L'estrade, en forme d'abside, orientée nord-est, est peu surélevée. Les 5 gradins de l'escalier d'accès ont été posés sur le dallage du decumanus de la ville haute, retrécissant la chaussée. Du côté est, la basilique empiète sur un escalier monumental qui conduit au forum situé en élévation. Là, on est toujours dans la basilique chrétienne. En toute sorte, c'est l'annexe de la basilique. Et juste ici, on est dans une petite chapelle qui est de forme de demi-cercle. À côté, c'est le baptistère. Sur les côtés du baptistère, il y a des fragments de marbre. Ça montre que le bassin était couvert avec du marbre. Pour mieux préserver et sauvegarder ces ruines aux générations futures, un musée fut inauguré en 1955. Il est composé d'un petit jardin externe, d'un espace d'accueil, d'un patio et de 2 salles d'exposition, dont une réservée pour les expositions temporaires. Le musée de Tipaza est situé près du port actuel. Et le patio lui-même, il est du style des jardins romains. Au milieu du patio, on a un enfant à l'amphore, c'était une fontaine. Et au milieu aussi, on a un rebord d'un puits. Et tout autour, on a des stèles votives qui datent de l'époque punique. Plus les épitaphes accrochées au mur. Et on a aussi 2 mensas, c'est-à-dire des tables funéraires qui datent de l'époque romaine. Plus quelques morceaux de mosaïques décoratifs. Dans la grande salle du musée ont été exposés une grande variété d'objets céramiques, lampes, plats, cruches, balsamères, une importante collection de verres et métaux divers, pièces de monnaie et autres, découverts lors des différentes fouilles des différentes nécropoles allant de l'époque pré-romaine jusqu'à l'époque chrétienne.
sont également exposés des panneaux de mosaïque, dont les plus importants sont la mosaïque des captifs qui provient de l'abside de la basilique judiciaire de Tipaza et où est représentée une famille de captifs, père et mère et enfants, ainsi que la mosaïque Pax et Concordia, découverte dans la nécropole de Matares à Tipaza. C'est parmi les plus belles mosaïques trouvées en Afrique du Nord. Elle date du IIIe siècle après Jésus-Christ. Elle décorait l'abside de la basilique judiciaire. Et ça représente au centre une famille captive. C'est les autochtones emprisonnés par les Romains. On a le chef de famille, sa femme et son enfant derrière, enchaînés, exposés au soleil. On voit très bien l'ombre sous leurs pieds. Le chef de famille nu pour le déshonorer, assis sur son bouclier, ça prouve que c'était un combattant, un guerrier. Tout autour, les 12 médaillons, ça représente des autochtones aussi. On voit bien la tristesse sur leur visage, mais là, sans pouvoir faire quelque chose face à la force de l'arme romaine. Donc, cette mosaïque prouve le succès et la force de l'arme romaine dans la région. Et d'un autre côté, elle prouve qu'il y avait une résistance à l'époque. Donc, les autochtones, ils n'ont jamais accepté la présence romaine. Il y avait toujours des conflits entre les autochtones et les Romains. Deux sarcophages de marbre se font face à l'intérieur de cette salle où est représentée sur l'un la légende de Pélops et d'Énomaüs et sur l'autre des monstres marins et des Néréides. Ça, c'est un sarcophage en marbre qui date du IIe siècle après Jésus-Christ. C'est romain, mais la sculpture raconte une mythologie grecque que je vais vous la raconter. Là, on a le roi sur le trône. Le roi, c'est Owainomaüs, roi de Pise. Et là, on a la princesse Hippodamie, sa fille. Et là, ces personnages-là, c'est des prétendants qui sont venus demander la main de la princesse. Ça, c'est une préparation à une course de chars que le roi a organisée. Parce qu'on lui avait prédit qu'il sera tué par son gendre, donc il a fait l'impossible pour que sa fille ne se marie pas. Mais un jour, le fils de Tantale, qui s'appelait Pélops, il s'est présenté, la princesse l'a aimé, et se sont entendus avec le cocher qui s'appelait Mercile. Il a saboté le char du roi, et finalement, Pélops a remporté la course. Il a pris la princesse comme épouse et il l'a pris dans son pays. On a un autre sarcophage en marbre qui date toujours du IIe siècle après Jésus-Christ et qui raconte toujours des mythologies grecques. Mais celui-là, c'est un cortège marin qui représente des Néréides, des centaures, des monstres marins, et tout ça accompagnait le mort au l'au-delà. Au-dessus, on a la mosaïque, c'est une mensa, c'est-à-dire une table funéraire trouvée dans la nécropole de l'Ouest. Là, c'est le début du christianisme. On a l'alpha oméga au milieu. Christ en Dieu, que la paix et la concorde président notre banquet. Ou bien la paix et la concorde soient notre convivialité. Le poisson, c'était le symbole du christianisme depuis toujours et s'appelait Ectus. Ectus est un nom grec. Chaque lettre a une signification et ça veut dire Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Parmi les objets de marbre exposés figure la tête de Jupiter, ainsi que le torse d'une petite Vénus. À l'intérieur du patio sont exposées plusieurs stèles votives puniques, ainsi que des tables à mensa de l'époque chrétienne, et plusieurs éléments d'architecture, bases, fûts de colonnes, chapiteaux et pilastres. La ville de Tipaza abrite également plusieurs anciens sites, à l'exemple du mausolée royal de Maurétanie. Le mausolée qui coiffe une colline au sud de la ville sur la route de Tipaza. Ce monument de style africain, agrémenté d'éléments décoratifs appartenant au monde hellénistique, n'a toujours pas livré ses secrets au sujet de la famille royale mort ou numide qui s'y est fait enterrer. Mais on se prend à rêver encore qu'il a été élevé par Juba II en hommage à sa Cléopâtre, fille de la Lune. Juba II fut un des hommes les plus savants de son temps.
Quant à son impériale épouse, elle se dévouait sans compter pour le bien-être de son peuple dont elle était aimée, voire vénérée. C'est cette vénération qui s'est traduite après la mort de Séléné par un mausolée dénommé par les populations locales tombeau de la Romaine. L'édifice, un tumulus de pierre d'environ 80 000 m3, ressemble de loin à une énorme meule de foin. Il mesure 60,9 mètres de diamètre et 32,4 mètres de hauteur. Érigé non loin de Tipaza, près du village de Sidi Rached, sur une crête des collines du Sahel, il domine la plaine de la Mitidja à 261 mètres d'altitude. Il comporte une partie cylindrique ornée sur son périmètre, dont le développement est de 185,5 mètres, de 60 colonnes engagées surmontées de chapiteaux ioniques et supportant une corniche. Cette partie présente 4 fausses portes situées aux points cardinaux. Ce sont des panneaux de pierre de 6,9 mètres de haut, encadrés dans un chambranle et partagés au centre par des moulures disposées en croix. C'est cet ornement qui a justifié le nom traditionnel de tombeau de la chrétienne. Au-dessus, la partie conique est constituée de 33 assises de pierre, hautes de 58 cm et se termine par une plateforme. Elle est largement échancrée au-dessus de la fausse porte de l'Est. L'entrée véritable du monument, longtemps ignorée, se situe dans le soubassement, sous la fausse porte de l'Est. C'est une porte basse de 1,1 m de haut et étroite qui donnait sur une dalle coulissante en grès, trouvée brisée.